Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, il est 16 heures. Soyons ponctuels, comme toujours. Mon général, bienvenue dans notre commission qui est en pleine audition, cycle d'audition sur le budget de la loi de finances 2025 et son implication pour toutes les armées. Et donc, votre présence va nous permettre d'évoquer celui de l'armée de l'air. Alors, un sujet qui manquera certainement pas d'attirer l'attention de notre rapporteur pour avis, Franck Giletti. Mon général, nous sommes donc très honorés de vous retrouver, de vous auditionner pour la première fois en votre qualité de chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, vous occupez cette fonction depuis le 16 septembre dernier. Je vais donc, si vous me le permettez, rapidement et certainement de façon incomplète, vous présenter. Après une première partie de carrière opérationnelle comme pilote de chasse, puis plusieurs postes au sein de l'inspection de l'armée de l'air, vous avez commandé la base aérienne 113 à vocation nucléaire de Saint-Dizier. Après un passage sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, où vous avez été directeur général de l'école de l'air, vous avez été, en 2020, chef du cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air, ce qui, à l'époque, certainement, vous avait permis de suivre des auditions, mais peut-être à côté, assis à côté. Donc, mon colonel, peut-être que vous aurez un avenir prometteur. Puis, avant votre dernière prise de fonction, vous avez occupé le poste de commandant des forces aériennes stratégiques, alors que vous le savez mieux que nous, l'armée de l'air et de l'espace est au cœur de plusieurs priorités de la loi de programmation militaire 2024-2030. Pour ça, je vous citerai ne serait-ce que 4 points. Le premier, c'est la priorité donnée à la modernisation de notre dissuasion nucléaire et de sa composante aéroportée, dont nous venons tout juste de fêter ses 60 ans. Donc j'ai eu l'honneur d'y participer et c'était vraiment une très belle cérémonie. La deuxième priorité aussi, qui est très importante, c'est le renforcement de la défense sol-air et la lutte anti-drone. D'ailleurs, ce sont des composants qui ont été largement éprouvés et utilisés cet été, puisqu'ils étaient au cœur du dispositif de sécurité aérienne pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La troisième priorité, c'est l'accent sur le développement de nos capacités spatiales, notamment de défense active. Et enfin, la quatrième, il me semble que c'est la confirmation de la dynamique vers le tout Rafale. J'imagine que vous reviendrez sur ce point. Vous reviendrez certainement aussi plus en détail sur la concrétisation de ces priorités de la LPM au sein du projet de loi de finances 2025. Donc, important pour nous de le comprendre. Et je pense en particulier sur l'espace que vous avez annoncé comme figurant parmi vos axes d'efforts prioritaires. J'espère également avoir le plaisir de vous entendre sur l'engagement opérationnel des aviateurs qui ont été particulièrement intenses cette année. Entre la mission Pégase 2024 que nous avons suivi particulièrement les parlementaires et les Jeux olympiques de Paris, ou les déploiements aussi en Nouvelle-Calédonie. Sur un autre volet, c'est sans surprise que vous savez que notre commission est particulièrement attentive. C'est au-delà du seul aspect capacitaire, c'est les problématiques relatives aux ressources humaines. Nous savons combien ces enjeux sont essentiels pour la pérennité de nos armées de l'air et de l'espace. Nous sommes donc impatients de savoir dans quelle manière, de quelle façon vous allez répondre à ces défis. Sur l'ensemble de ces sujets, mon général, nous allons tout simplement vous écouter et c'est sans plus tarder que je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de ces propos introductifs. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés donc, de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, tout d'abord, je tiens à vous remercier et à saluer la mobilisation des membres de la Commission qui ont effectué le 28 septembre dernier à Istres, donc à l'occasion de la journée portes ouvertes de la base aérienne, ainsi que la semaine dernière donc à Saint-Dizier lors des 60 ans de la première prise d'alerte de la composante nucléaire aéroportée le 8 octobre 1964. Et je profite aussi de l'occasion pour
vous rappeler que nous allons faire notre traditionnelle présentation de l'armée de l'air et de l'espace à Évreux le 7 novembre prochain. Et donc, nous vous y attendons nombreux. Pourquoi nombreux? Tout simplement parce que, et il faut bien que vous en soyez convaincus, votre présence à nos côtés lors de ces occasions démontre l'intérêt que vous portez à l'armée de l'air et de l'espace. Et sachez que les aviatrices et les aviateurs y sont extrêmement sensibles, qu'il s'agisse d'anniversaire ou qu'il s'agisse de cérémonies. Je voudrais dans un premier temps revenir sur les engagements majeurs de l'armée de l'air et de l'espace sur les derniers mois, car comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, ils me permettront aussi de faire ressortir la cohérence de notre action et de vous éclairer au mieux dans la poursuite de ce projet PLF 2025. On a eu un été particulièrement dense, voire hors norme pour l'armée de l'air et de l'espace. Crise en Nouvelle-Calédonie, JOP, sécurisation du flanc est de l'Europe, Pégase 24, etc. Un été également douloureux. Et donc je profite de mon intervention pour avoir une pensée pour le commandant Mabir et le capitaine Lawrence, nos 2 pilotes de Rafale, qui sont morts en entraînement et en coma aérien le 14 août dernier. Je pense que cette perte nous rappelle que des hommes et des femmes s'entraînent au quotidien aux missions extrêmement difficiles pour assurer aux armées françaises une capacité opérationnelle prête à faire face aux menaces d'un monde qui est de plus en plus dangereux. Parlons un peu d'Ukraine. Sur le flanc est de l'Europe, on observe la poursuite des affrontements, notamment au travers des attaques de missiles et de drones tactiques. Et je tiens ainsi à souligner que l'arme aérienne tient toujours une place centrale dans ces combats. Et pour ce qui est de l'engagement de l'armée de l'air et l'espace, je tiens à rappeler donc la poursuite de nos déploiements de chasseurs dans le cadre d'EAP en Lituanie. Là également la poursuite des missions d'appréciation, de situation, de réassurance et d'interopérabilité régulièrement effectuées le long des frontières des pays alliés, au départ de métropoles, mais aussi depuis le déploiement de certaines bases étrangères selon le concept MORAN. Alors MORAN, c'est un nom un peu savant qui veut dire mise en œuvre réactive de l'arme aérienne. C'est assez nouveau pour nous, mais ce sont des déploiements d'avions avec une très très faible empreinte logistique et ça nous permet d'être extrêmement agile lorsqu'on veut se déplacer d'une base aérienne à une autre. Et puis depuis le 15 mai 2022, un système Mamba de défense solaire est déployé en Roumanie. Au titre de complément et au vu des nombreuses questions qui vont certainement m'être posées, l'armée de l'air contribue également au soutien à l'Ukraine, à la fois via des actions de formation, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais également à la fois avec des cessions de matériel et notamment donc des Mirage 2000-5 au premier semestre 2025, comme l'a rappelé le ministre. Au Proche-Orient, si l'Irak effectivement semble être en passe de réussir à contenir Daesh sur son territoire, l'opération Chamal continue d'être active pour protéger les soldats français à la fois sur les différentes emprises, avec d'ailleurs ou sans nos alliés. En revanche, Daesh reste une menace résurgente en Syrie. Et donc Chamal s'est adapté aux mutations en portant une attention toute particulière au PMO, partenariat militaire opérationnel, afin de poursuivre son appui donc aux forces irakiennes engagées sur le terrain dans la lutte contre Daesh. Vous le savez, mais cette coopération bilatérale air s'articule selon 3 axes d'effort. 1. Accompagner le partenaire irakien dans la protection de son espace aérien. 2. Développer ses compétences dans le domaine des opérations aériennes. Et enfin, développer l'interopérabilité avec les moyens de l'armée de l'air et de l'espace et la capacité à réaliser des opérations conjointes. En Afrique, c'est un point majeur d'attention, notamment au Sahel. La seconde partie de l'année 2023 a été marquée, comme vous le savez, par le désengagement en bon ordre du Niger. Mais l'action de l'armée de l'air et de l'espace s'est recentrée sur le PMO, toujours le partenariat militaire opérationnel, au profit du Tchad et des pays du Golfe de Guinée. Et grâce à la réactivité et à la flexibilité d'emploi offerte par ces avions prépositionnés sur le théâtre, eh bien, nous accompagnons la montée en puissance des armées de l'air locales. Nouvelle-Calédonie, ça aussi, ça ne nous a pas échappé, mais j'aimerais y revenir parce que je pense qu'on n'a pas encore bien saisi ce qu'on a réalisé lors donc, de cet été 2024. Au début de l'été, marqué par la crise calédonienne, on a réalisé presque une trentaine de rotations depuis le hub des armées d'Istres et donc de la base aérienne 125. On a projeté sous très court préavis, vraiment très très court préavis, à 19 km, pratiquement 2000 personnes et 240 tonnes de fret, avec une mobilisation majeure des flottes de transport stratégique, donc des fameux MRTT,
et de nombreux renoncements à d'autres missions. Et cette mission emblématique qui a été faite, on ne l'aurait pas faite il y a 3 ans. On a réussi à la faire parce qu'effectivement, on avait une flotte mature de 12 MRTT qui était là. Ensuite, Pégase. Et c'est un peu dans la continuité donc, de l'utilisation des MRTT. Cette mise en œuvre donc, des moyens dans cette crise a été rendue possible parce que l'on s'entraîne au quotidien à ces projections de puissance et ces projections de force. À l'instar donc de la fameuse mission Pégase, l'édition 2024 de cette mission a d'ailleurs été couronnée de succès. On avait plusieurs objectifs, un peu dans la continuité de 2022 et de 2023, mais c'était quand même un défi de mener 2 projections de puissance aérienne simultanées vers l'Asie du Sud-Est. Elle s'est achevée avec un retour de l'ensemble du dispositif en France le jeudi 15 août, à l'issue d'une mission d'envergure de 9000 km en 50 jours. La mission Pégase se sera posée dans 13 pays et en 8 semaines de déploiement. En fait, elle a été pleinement en soutien de notre stratégie nationale d'Indo-PAC et elle a été marquée à la fois par une forte résonance européenne avec un déploiement conjoint des pays SCAF, Allemagne et Espagne, sur une route ouest, et un déploiement conjoint avec l'Angleterre, et là pour le coup sur une route est, tous deux à destination d'Australie. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a pu réaliser 3 exercices majeurs sur 3 continents différents pour renforcer la préparation opérationnelle à la haute intensité avec nos partenaires alliés, mais aussi pour réaliser tout simplement notre entraînement organique. Et le dernier point enfin, ça a été une dimension diplomatie aérienne supérieure à celle de l'an passé. Quand vous faites des escales valorisées et que vous posez sur 13 pays, je vous laisse imaginer les échanges que l'on a pu avoir et le signalement stratégique que l'on a pu faire en Indo-PAC. Les JOP, vous en avez parlé, Monsieur le Président, dans votre propos introductif. Concernant ces JOP, l'armée de l'air et de l'espace était chargée de la protection dans la 3e dimension de l'ensemble de la séquence. L'ensemble de la séquence, c'est quand même de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet à la parade des athlètes le 14 septembre, c'est-à-dire 53 jours de vigilance de tous les instants. À cet effet, donc, le socle de posture permanente de sûreté aérienne a été renforcé et complété par des dispositifs particuliers de sûreté aérienne, ce qu'on appelle les DPSA en Île-de-France et à Marseille. Les vecteurs engagés ont réalisé pratiquement 350 missions, totalisant 90 interceptions. Cela représente, pour comparer un peu les chiffres, à ce que l'on fait l'année dernière, ce qu'ont fait les chasseurs l'année dernière en décollant sur alerte sur toute l'année 2023. Au sol, les capacités de détection et d'action renforcées, système solaire Mamba, Crotale NG, artillerie solaire Mistral, radar espagnol, système VL-MICA, ont été employés en opération pour la première fois. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Et enfin, la gestion des zones interdites de survol en Île-de-France a vraiment été rendue possible par la création d'une toute nouvelle structure que l'on appelle Centre de coordination civilo-militaire des opérations aériennes, qui est extrêmement interministérielle. Et ça nous a permis de faire une lutte anti-drone extrêmement efficace, de grande envergure, avec notamment des exercices majeurs, ça aussi vous les avez vus, Coubertin, LAD 1 et 2. Et le retour d'expérience de la Coupe du Monde nous ont bien servi pour pouvoir être au rendez-vous donc, de cette protection de l'espace national pendant les JO. Pour votre information, 3000 aviateurs ont été mobilisés dans le cadre de la contribution de l'armée de l'air et de l'espace à la sécurisation de ces JOP. Voilà. Ces opérations, en fait, elles montrent que l'engagement de l'armée de l'air et de l'espace au quotidien et la nécessité pour cette dernière de bénéficier d'une cohérence budgétaire, un prérequis pour disposer d'une cohérence capacitaire et également opérationnelle. Je souhaiterais maintenant aborder avec vous 3 axes majeurs autour de ce PLF 25 pour l'armée de l'air et l'espace. Tout d'abord, une valorisation du capital humain qui est le cœur de l'armée de l'air et de l'espace et au centre de mes préoccupations. 2, une activité organique qui permette à l'armée de l'air et de l'espace de réaliser les missions qui lui sont confiées. Et 3, enfin, une programmation capacitaire qui nous permet de renforcer notre crédibilité opérationnelle en tant que puissance aérospatiale. Je pourrais évoquer après avec vous pourquoi je parle de puissance aérospatiale, mais ça peut faire aussi l'objet d'une question. Mon premier point d'attention, dans la lignée de la préservation de notre cœur de souveraineté, est bien celui d'un PLF 2025 qui place les aviateurs et leurs familles au centre des attentions
pour être en mesure de recruter, de former et de conserver ceux dont l'armée de l'air et de l'espace a besoin. On sent bien qu'on a un durcissement de l'environnement opérationnel, la conflictualité est beaucoup plus complexe, mais aussi les évolutions sociales et sociétales imposent la mise en œuvre d'une politique ressources humaines qui garantisse en permanence la mise à disposition aux unités de personnel motivé, bien formé et compétent. La structure RH de notre armée est cependant fragile. Il est donc nécessaire de rééquilibrer le modèle, alors même que la LPM prévoit une augmentation de notre effectif de 724 aviateurs sur la période 24-30. Fragile essentiellement en volume et en raison des difficultés de fidélisation rencontrées ces dernières années, qui ont entraîné une déflation significative du nombre d'aviateurs dans nos rangs. Ce qui complique la satisfaction des contrats opérationnels, alors même que de nouveaux besoins capacitaires ont été actés en LPM, espace, cyber, etc. Si l'on prend catégorie par catégorie, en commençant par l'épine dorsale de notre effectif, c'est-à-dire les sous-officiers, qui sont de la classe 23 000, une nouvelle politique de parcours a été créée, qui touche tous les domaines, un cadencement de contrats repensé, des formations en alternance, un nouveau parcours pour les brevets supérieurs. 2025 sera l'année de l'analyse des effets ressources humaines de ce plan et de son éventuelle adaptation. S'agissant des officiers, classe 6700, qui assument de fortes suggestions, notamment en termes de mobilité et de sollicitation opérationnelle, nous devons impérativement veiller à y apporter les justes compensations. Les générations actuelles se montrent particulièrement attentives à la conciliation vie privée, vie professionnelle. On a des chaînes de métiers de plus en plus techniques qui amènent également un besoin croissant d'officiers très spécialisés et à qui il faut proposer également un parcours attractif hors de la chaîne classique de commandement. Et enfin, s'agissant des militaires techniciens de l'air, l'objectif est vraiment de les inciter à gravir l'escalier social, ce qui constitue pour nous vraiment un défi important de formation. Donc voilà, pour valoriser ce capital humain dont elle dispose, l'armée de l'air et l'espace doit ainsi mettre en place une politique agile et moderne, simplifiée, adaptée aux attentes de la nouvelle génération, beaucoup plus individualisée notamment, bien comprise et acceptée. Et à mon avis, ce sont bien les conditions d'une réussite. Je veille pour le coup à inscrire mon action sur plusieurs lignes de gestion, recrutement, formation, parcours professionnel et reconversion. La chaîne de recrutement s'est formidablement bien adaptée et transformée. Notre visibilité s'est accrue au travers de campagnes publicitaires que vous avez peut-être vues, de sites internet Devenir Aviateur, de e-Surfa, beaucoup de présence également sur les réseaux sociaux. Bref, le recrutement est la garantie pour nous de la soutenabilité de notre modèle, mais il faut revenir pour le coup à un turnover cohérent pour éviter une surchauffe de l'outil de formation. C'est bien notre difficulté, c'est revenir à un turnover cohérent. Sinon, on a beaucoup trop de personnes qui partent juste après avoir été formées. La formation est un processus stratégique aujourd'hui sous très forte sollicitation et nous cherchons donc à l'adapter aux justes besoins, de manière à gagner du temps tout en continuant à bien former. Notre outil donc se transforme. Vous devez certainement le savoir, Smart School, qui est une digitalisation et une modernisation profonde des outils de formation. On mutualise avec d'autres organismes de formation comme l'ENAC, Supaéro ou également l'Université de Tours, en matière de ressources humaines notamment et de formation à ressources humaines. On déploie également de la formation par alternance, ça c'est assez nouveau, dans les domaines de cybersécurité ou dans les domaines de mécaniciens avions. Et on a un recours assez élargi à l'apprentissage avec notamment notre modèle de Sainte. Bref, le modèle des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace repose également sur notre capacité à construire des parcours qualifiants qui permettent aux aviateurs de progresser et de se former tout au long de leur carrière. Il se traduit par de nombreuses mesures concrètes, déploiement de nouveaux parcours au profit des sous-officiers et des MTA, modernisation de la politique de la mobilité, en particulier, je ne sais pas si vous saviez, le nouveau système des paliers pour les sous-officiers qui donne de la visibilité au personnel, meilleure prise en compte de la reconversion afin de gérer des flux de départ. Vous le savez également, mais on a une convention avec Air France qui nous permet de juguler le départ des personnels navigants vers l'extérieur. On a une amélioration du dialogue entre l'administration et l'aviateur au travers d'un site Dialogue Air. Et puis, on déploie des outils numériques assez modernes et efficaces autour d'un projet DRHA 4.0 dont on pourra reparler après.
Cette attention portée à la gestion de notre personnel permet de fidéliser. Il s'agit de conserver les compétences, les expertises, de rentabiliser la formation de haut niveau que l'armée de l'air dispense à ses aviateurs. Un autre point également, avec un taux de 24,8% pour le personnel militaire, l'armée de l'air se féminise davantage chaque année. La politique mixité de l'armée de l'air et de l'espace est d'ailleurs une vraie ligne de force de notre modèle. Enfin, il faut conforter les mesures de fidélisation portées par l'ambition ministérielle Fidélisation 360 face à un secteur aéronautique privé particulièrement dynamique et qui se montre volontiers prédateur vis-à-vis des savoir-faire de notre personnel, forcément bien éduqué. À ce sujet, les mesures indiciaires, grille des sous-officiers supérieurs en 2024 et officiers en 2025 sont particulièrement attendues par le personnel. Le bien-être de nos aviateurs passe aussi par le soin de nos infrastructures et de notre réseau de bases aériennes. Les bases aériennes font face à des difficultés concernant leur hébergement et leur vétusté de leur parc. Dans ce contexte, l'armée de l'air a réparti le budget alloué en prenant principalement en compte 1. L'amélioration des conditions d'hébergement en priorisant les écoles et les ayants droit, c'est-à-dire les MTA, et 2. L'accompagnement des évolutions ressources humaines de ces emprises ou de ces réorganisations, typiquement accueil capacitaire de l'escadron Rafale à Orange ou le CEFAS, le commandement des forces aériennes stratégiques à Taverny. Enfin, je clôturerai ce volet RH avec un point sur les réserves et la jeunesse. Nous avons élaboré un plan pluriannuel dénommé Cap Réserve Air 2030 qui permettra à terme d'atteindre un effectif de presque 12 000 réservistes opérationnels, formés et entraînés, mobilisables en complément individuel ou au sein d'unités élémentaires de réserve. Celles-ci seront déployées sur les bases aériennes en métropole ou outre-mer ou regroupées au sein d'une base aérienne de réserve armée de 450 réservistes. En termes d'emploi, notre réserve s'articule autour à la fois d'une réserve de combat directement employable au sein des unités opérationnelles, d'une réserve territoriale, des unités élémentaires de réserve pour la protection des emprises air ou du territoire national, et enfin d'une réserve d'expertise dans des niches un peu, que ce soit ressources humaines, cyber, spatiales, etc. Je porte aussi une attention toute particulière aux liens établis avec la jeunesse, notamment au travers des escadrilles Air Jeunesse que d'aucuns ont pu rencontrer donc, à Istres lors de leur déplacement, et dont je souhaite réellement poursuivre le développement au regard du succès rencontré auprès de nos jeunes concitoyens. Deuxième point, une activité organique permettant à l'armée de l'air et de l'espace de réaliser les missions qui lui sont confiées. Le PLF 25 doit permettre de compter sur des ressources conformes à la trajectoire LPM pour assurer que les aviateurs continueront à remplir des missions essentielles, des missions que vous connaissez tous. Ce sont à la fois la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire aéroportée, la protection de l'espace aérien souverain, mais également des opérations d'intervention comme des opérations désormais spatiales. Et je reprendrai à la question du Président à la fin de mon préambule concernant le spatial. Le montant global des ressources allouées au budget opérationnel Air sur le PLF 25 est conforme à la trajectoire LPM. Cette ressource s'établit à hauteur de 3,54 milliards d'euros en crédit de paiement et de 3,33 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Et après l'effort significatif en matière de crédits consacrés à la préparation des forces en 2024, le PLF 2025 permet de maintenir un plateau d'activité des flottes chasse, transport et hélicoptères sur 25-27. Ce PLF permet aussi d'assurer le maintien en condition opérationnelle de matériel en très grande majorité aéronautique. On est quand même à hauteur de 66% du BOP Air, c'est-à-dire 2,2 milliards d'euros, et donc de soutenir l'activité et la disponibilité des équipements de l'armée de l'air, avec en particulier l'achat de stocks de pièces pour assurer le soutien de l'E3F, l'AWACS, notre avion radar, jusqu'à son retrait du service rendu nécessaire par le début de retrait de service des flottes US et OTAN. Deuxième point, l'extension du périmètre du soutien des matériels liés au programme Système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales, le fameux SCOA. Et enfin, l'amélioration du soutien de la flotte A400M. L'armée de l'air et de l'espace doit aussi assurer une activité au profit de nos outre-mer. L'armée de l'air est présente sur 10 sites outre-mer et 5 sites étrangers, enfin 10 sites au total, 5 outre-mer et 5 étrangers. Et au regard des élongations, seule cette puissance aérienne autorise l'accès rapide à toute une partie du globe afin d'assurer
bien sûr, la protection des intérêts français, et vous l'avez vu dernièrement avec l'évacuation de nos ressortissants, que ce soit au Soudan, au Niger, ou même il y a 2 ans, je crois, en Afghanistan. L'action par les airs permet aussi de réagir avec réactivité pour assurer la continuité de l'État dans les situations exceptionnelles. C'est la Nouvelle-Calédonie dont je vous parlais. Et en complément de ces forces prépositionnées, l'ambition de l'armée de l'air est de renforcer dans un premier temps sa présence outre-mer par des passages plus réguliers et de plus en plus longs d'A400M, coordonnés avec bien sûr les COMSUB, pour aboutir à terme à un détachement permanent. L'emploi de drones aériens et d'avions de surveillance légers pour surveiller des espaces étendus, marquer notre présence et orienter une intervention, par exemple l'emploi du Reaper pour contribuer à la mission de SUMAR, est aussi à l'étude. Ces évolutions seront portées au cours de la LPM 2430. Et enfin, développer davantage le concept Morane dont je vous parlais, qui répond dès la phase de compétition et de contestation aux besoins des armées en multipliant les opportunités de communication stratégique pour démontrer, si besoin, notre détermination et à nos adversaires et nos compétiteurs. Troisième point, et mon dernier point, il nous faut une programmation capacitaire qui nous permet de renforcer notre crédibilité opérationnelle en tant que puissance aérospatiale. Le PLF 25 permet de rendre soutenable sur la période 2025-2027 l'agrégat des programmes à effet majeur, tout en intégrant de nouvelles priorités, dont l'intelligence artificielle, ainsi que des besoins essentiels que l'on a ciblés. On parle de défense solaire qu'il faut transformer en défense solaire intégrée, c'est-à-dire une défense solaire multicouche. On parle de drones, mais également de lutte anti-drone. On parle également de guerre électronique, et on pourra revenir sur la capacité SEAD, Suppression of Enemy Air Defense. Et on parle également de connectivité et de simulation. Simulation notamment avec l'arrivée de la simulation massive en réseau. Elle permettra de s'entraîner de manière tactique en complément de nos simulateurs historiques qui offrent un entraînement beaucoup plus technique. Et on aura une première capacité OPS fin 2025 en non classifié. Sur le périmètre de l'équipement des forces, donc sur le programme 146, cette année a permis un indispensable effort sur les munitions, recomplètement Scalp, A2SM, Aster, commande supplémentaire, remotorisation de MiCA-NT également, lancement des travaux sur l'artillerie antiaérienne, et aussi la prise en compte d'objets prioritaires pour l'armée de l'air et l'espace, bien sûr le développement du Rafale F5 et de l'UCAV, essentiel, réfection des infrastructures aéronautiques et notamment sur nos outre-mer, production avancée de pods Talios et de kits MEDEVAC et sécurisation de la partie infrastructure du programme Avions de transport École du futur, en remplacement donc des Xingu. Des décisions capacitaires importantes resteront à prendre en 2025, dont le recomplètement du parc chasse, la feuille de route aviation de transport et le choix du successeur E3F. Les principaux enjeux capacitaires pour notre armée et pour le projet donc, de budget 2025 concernent 1. La poursuite du passage progressif au tout Rafale, qui se concrétisera par la livraison de 14 Rafales en 2025 avec la montée en puissance de l'escadron Rafale sur la base aérienne 115 d'Orange-Carita. 2. Le renouvellement de la flotte hélicoptère de manœuvre de l'armée de l'air et de l'espace au travers de la livraison de 5 H225 Caracal parmi les 8 commandes en 2020, dans le cadre donc, du plan de soutien de l'aéronautique lors de la crise Covid. 2 d'ailleurs ont été livrés en 2024. Ces appareils seront stationnés outre-mer en priorité pour relever la capacité de nos Pumas extrêmement vieillissants. Et enfin 3, la modernisation de l'aviation de transport tactique et stratégique avec un A400M, une reconversion MRTT supplémentaire, un Falcon 900 et un ALSR. Pour terminer, avec le lancement d'Ariane 6 début 25, la mise en service opérationnel du satellite CSO3 pour améliorer les capacités des armées dans le domaine de la connaissance, de l'analyse et de l'anticipation. La livraison du bâtiment définitif du commandement de l'espace à Toulouse mi-2025 et la poursuite donc, de nos travaux sur la lutte anti-drone. Voilà. Ce sont donc des choix déterminants qui devront être réalisés dans tous les agrégats, dont ceux qui impacteront directement le futur format de l'armée de l'air et de l'espace. Et bien sûr, nous resterons vigilants. Vous l'aurez compris, si le PLF 2025 apporte des éléments concrets pour notre armée, nous mesurons l'effort financier fait pour la défense et je vous assure que je veillerai à ce que chaque euro
soit utilisé en toute cohérence pour une capacité opérationnelle qui répond aux menaces de notre environnement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me propose, Monsieur le Président, de répondre à votre question sur l'espace, si vous le souhaitez. C'est parti ? OK. L'espace, je pense que ça mérite toute notre attention. On a une loi de programmation qui consolide les moyens ambitieux de la précédente. Elle prévoit, on vous l'a dit, une enveloppe de 6 milliards d'euros, c'est-à-dire plus 700 millions d'euros au PLF 25, à la fois pour relever les défis de la stratégie spatiale de défense, faire face à l'extension de la conflictualité dans le domaine et garantir, bien sûr, notre autonomie stratégique. J'ai 3 points d'attention. Le premier, c'est d'être en mesure de mener des opérations spatiales militaires. On a forcément la protection des intérêts nationaux dans l'espace qui incombe aux armées. Et dans ce cadre, le commandement de l'espace planifie, conduit les opérations spatiales militaires, en particulier l'appui spatial aux opérations militaires, la compréhension du milieu singulier, qui est assez singulier, et l'action dans l'espace. Vous l'avez vu, on l'a introduit dans la stratégie spatiale de défense de 2019, mais l'action dans l'espace s'inscrit dans la notion de défense active, qui comprend l'ensemble des mesures passives et actives pour conserver en toutes circonstances la liberté d'action vers, dans et depuis l'espace. Et donc, un des objectifs du CDE est de se doter rapidement de satellites patrouilleurs guetteurs en orbite géostationnaire, en mesure de défendre nos capacités spatiales stratégiques. L'enjeu est donc de lancer au plus vite notre démonstrateur de satellites patrouilleurs afin que les opérateurs militaires développent les savoir-faire essentiels à la mise en œuvre de ces moyens de défense active avant l'arrivée, à l'horizon, on va dire plutôt 2030, du programme EGIE, une première capacité réellement opérationnelle. Mon deuxième point d'attention, c'est mener une ambition capacitaire à la hauteur du statut de la France. La LPM permet de consolider non seulement l'appui spatial aux opérations, observation, écoute, télécommunication, mais aussi de mettre en place une structure de commandement capable de planifier et conduire les actions vers, dans et depuis l'espace, de renforcer nos moyens de surveillance de l'espace et de contractualiser des services commerciaux complémentaires concourant à cette supériorité opérationnelle. C'est vraiment le cœur du programme ARES, Action et Résilience Spatiale, qui s'appuie sur un triptyque, surveillance et connaissance de l'espace, outils de commandement et de contrôle, et action dans l'espace. Et cet effort financier permettra plus particulièrement de renforcer ces 3 piliers mis en œuvre au sein du futur bâtiment du commandement de l'espace qui sera livré, donc, comme je vous l'ai dit, fin d'année 2025. Cet effort permettra également de poursuivre le renouvellement des capacités spatiales militaires, à la fois lorsqu'on veut consolider l'action depuis l'espace, avec CSO3 puis IRIS à compter de 2030, le successeur de CRS qui s'appelle Céleste et la préparation de Syracuse 5 en fin de LPM. Renforcer l'action vers l'espace avec la livraison du radar Aurore, qui est le successeur de Grave, qui sera un radar de nouvelle génération pour une situation spatiale autonome et précise. Et enfin, le développement, l'expérimentation, la démonstration d'aveuglement de satellites depuis le sol avant la fin de la décennie. Et développer notre action, enfin, dans l'espace, comme je le disais, avec Yoda puis Égide, en orbite géostationnaire, complété par un démonstrateur assez innovant, Toutatis, en orbite basse dès 2026. Troisième point et dernier point, développer notre recours aux services spatiaux. C'est important. La contractualisation de services spatiaux en complément de nos moyens patrimoniaux contribue à la supériorité opérationnelle dans tous les domaines, surveillance de l'espace, observation, écoute et communication, et constitue à ce titre un vrai pivot dans cette LPM. Depuis plusieurs années, le CDE commande ainsi des services spatiaux à plusieurs sociétés, telles que Ariane Group, Safran Data Systems, Airbus DS, Exotrel, etc. Voilà. Donc la montée en puissance du CDE se poursuit. L'enjeu est bien sûr d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie spatiale de défense, au travers notamment de son volet Action dans l'espace, en développant donc ces fameuses capacités qui nous permettra d'améliorer notre réactivité opérationnelle vers l'espace. Voilà. Merci beaucoup, mon général. Nous avons d'autres questions des orateurs de groupe et aussi de notre rapporteur pour avis de l'armée de l'air. Et on va commencer par lui, par Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président, mon général. Avant toute chose, j'aimerais à nouveau adresser nos pensées les plus sincères et celles du groupe Rassemblement National aux familles des pilotes qui nous ont tragiquement quittés cet été. Je pense au capitaine Sébastien Mabir et au lieutenant Mathis Laurens, mais aussi à Didier Berger, pilote QRSOA dans ma circonscription, qui est décédé aux commandes de son appareil lors d'une exhibition au Lavandou. Soyez assuré, mon général, de notre plein et entier soutien.
Ma question portera sur l'écosystème de l'aviation de chasse au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Je l'évoquais déjà avec regret dans mon dernier rapport. Le format de notre flotte d'aviation de chasse est préoccupant. La LPM 2430 a fixé à 137 le nombre de Rafales dont disposera l'armée de l'air et de l'espace à l'horizon 2030, soit 48 avions de moins que la cible de 185 Rafales fixée par la LPM 1925. Une nouvelle cible dont on peut regretter le manque d'ambition alors que la flotte stratégique et la flotte conventionnelle de Rafale sont de facto mutualisées dans le cadre d'un empilement des contrats opérationnels. La réduction de la cible Rafale entre les deux dernières LPM aura nécessairement des conséquences délétères sur les indicateurs d'activité opérationnelle qui sont légèrement inférieurs aux cibles, mais surtout sur la disponibilité des matériels qui sont sursollicités, dans un contexte où les engagements opérationnels de nos aviateurs se multiplient. Je pense à la posture permanente de dissuasion, posture permanente de protection aérienne, mission de service public, formation de nos partenaires africains, crise en mer Rouge, déploiement sur le flanc oriental de l'Europe. Le 6 juin dernier, le président de la République annonçait pourtant la cession de plusieurs Mirage 2000-5 aux forces armées ukrainiennes, amputées sur les stocks de notre armée de l'air et de l'espace, tandis que nous apprenions avec tristesse, en août dernier, la collision en vol de 2 de nos Rafales. À court terme, ces prochaines cessions, ainsi que le modèle de soutien complet aux forces armées ukrainiennes qui leur est associé, va paupériser encore davantage le format pourtant taillé au plus juste de notre aviation de chasse. Ces cessions de Mirage 2000-5 occasionneront par ailleurs un report d'activité sur la flotte Rafale et accéléreront de fait, sous toute réserve, le retrait du service opérationnel du Mirage 2000-5. Mon général, en tenant en compte tous ces éléments, quelles garanties l'armée de l'air et de l'espace a-t-elle reçues pour le recomplètement des aéronefs cédés et des équipements missionnels correspondants? Quel sera l'avenir des Mirage 2000-5 encore présents dans la flotte de chasse française et leur MCO? Pourront-ils être correctement assurés? Serait-il possible d'anticiper certaines commandes de la 5e tranche de Rafale afin de limiter la réduction temporaire du format de notre aviation de chasse? Je vous remercie. Oui, merci beaucoup pour cette question, Monsieur le député. En fait, tout d'abord, je tiens à vous rappeler que notre aviation de chasse doit fournir au chef des armées une capacité de frapper n'importe quel adversaire, n'importe où et n'importe quand. Pour nous, il s'agit vraiment d'agir sous très court préavis, avec bien sûr réversibilité, gradation dans les effets. Ça peut être du signalement stratégique jusqu'à une frappe nucléaire. Et donc, on a effectivement besoin, pour assurer nos contrats opérationnels, de l'activité de ces 180 avions de chasse. En cas de crise majeure, et compte tenu du contexte actuel, on pourra assurer, et on doit assurer, comme vous le savez, nos contrats OPS. Quand je parle de contrats OPS, c'est bien sûr la dissuasion nucléaire, qui est une mission permanente, comme l'APPS, qui est aussi une mission permanente, et également donc avec l'hypothèse d'engagement majeur, HEM, qui est une mission également que l'on nous confie avec ces 180 avions de chasse. Le format actuel, il est assuré à la fois avec du Rafale, du Mirage 2000-5 et du Mirage 2000D, dont je rappelle que le Mirage 2000D sera donc rénové au cours donc de cette LPM. Et ces deux autres machines, Mirage 2000-5 et Mirage 2000D, sont d'excellentes machines et qui exécutent parfaitement les missions qui leur sont confiées. Il n'y a pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le Rafale. Sur la cible des 185 avions de chasse, pour compenser à la fois l'attrition que vous avez soulevée et la cession, eh bien, vous l'avez dit, dans un premier temps, on aura une augmentation de notre activité avec une adaptation de notre MCO. Et donc, on fera ça en lien avec la DMAE. Et dans un second temps, eh bien, on aura une accélération, enfin, en tout cas une accélération des livraisons de la 5T sera recherchée pour pouvoir donc rejoindre rapidement cette cible donc des 185 avions. Pour ce qui est du recomplètement pour l'année 2025, pour l'année 2025, cette poursuite de montée en puissance va se poursuivre avec la livraison, comme je l'ai dit, des 14 Rafales en vue d'armer donc la 5e escadre. On sera sur un standard F4, qui est un incrément quand même capacitaire qui pose les premiers jalons du combat collaboratif sur les piliers que vous connaissez, connectivité, engagement, survivabilité avec la GE, le cyber et GE cyber, et puis la disponibilité avec une maintenance qui sera plutôt prédictive, qui est un espèce de nouveau calculateur moteur. Et on arrivera enfin donc au standard F5,
Donc là, le standard F5, c'est un standard à l'horizon 2035 qui doit porter le futur missile nucléaire ASN 4G. Et quand je dis ça, c'est que comme on veut une MSO, une mise en service opérationnelle avec cette ASN 4G en 2035, eh bien, ça débute dès 2033, en l'occurrence. Et ce nouveau standard aura bien sûr une capacité SID. C'est extrêmement important puisque ça doit nous permettre de mieux pénétrer les défenses adverses, et il sera couplé donc à un UCAV, et cet UCAV facilitera justement la pénétration de ces défenses adverses. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le complètement et pour... Mais merci, mon général. Mes chers collègues, nous avons notre collègue Saint-Pasteur qui a une contrainte d'horaire, donc est-ce que si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je lui passe la parole? Personne ne voit la parole. Merci pour lui. Alors, la parole est à Sébastien Saint-Pasteur du groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Et merci à nos collègues de montrer que si les armées s'adaptent, notre commission peut s'adapter aussi à mes très modestes contraintes. Mon général, vous avez beaucoup parlé des femmes et des hommes. C'est évidemment essentiel. Nos pensées s'adressent à celles et ceux morts pour la France dont vous avez cité le nom aujourd'hui. Je souhaite néanmoins vous interroger sur un autre sujet, celui de la robotisation du combat aérien, sa modernisation et l'adaptation de nos moyens d'intervention aux besoins actuels. Premièrement, face à l'évolution de la menace, l'emploi des drones doit s'intégrer dans le concept d'opération multilieu, multichamp, souvent difficile en environnement parfois dit 4D, souvent hostile, et de plus en plus présent. Cette interopérabilité, vous l'avez évoqué, voire même cette interdépendance, vise à optimiser les synergies entre les plateformes de renseignement, surveillance et reconnaissance, les plateformes effectrices aériennes, navales et terrestres, ainsi que les munitions et autres charges utiles. Cela impacte la doctrine tactique du commandement et du contrôle pour la mise en œuvre des drones, l'évolution des fonctions des chefs de patrouille, du commandement de la mission et de la gestion du combat aérien, mais aussi à l'échelle interarmée. Bref, dans ce monde en très fort mouvement, on voit que la robotisation des armées est tactiquement centrale. Pensez-vous que nous soyons au niveau des besoins et des changements en cours? Car si nous avons vu les moyens fortement rehaussés l'année dernière, pour rattraper le retard pris par la France, le coup de booster peut sembler malheureusement insuffisant. Deuxièmement, au-delà des moyens, il y a aussi la question du choix. La guerre en Ukraine démontre la montée d'une guerre asymétrique où les drones, pardonnez-moi du terme, low cost, jouent un rôle grandissant. L'Europe investit dans des systèmes avancés, Reaper, Predator, SCAF. Ils sont nécessaires, essentiels. Pourtant, les conflits actuels laissent penser que la quantité et l'accessibilité des drones sont devenus des critères essentiels. Pouvez-vous partager votre regard sur la façon dont notre pays se positionne dans ces guerres de plus en plus asymétriques? Je vous remercie. En général. Oui, merci beaucoup pour la question, Monsieur le député. Donc, vous avez raison de le soulever, et plus généralement, ça pose la question de la masse versus la technologie. Et on a énormément tiré les leçons de cette guerre en Ukraine avec une utilisation à outrance des drones, avec une densification des attaques et avec des munitions téléopérées qui permettent justement d'aller au-delà de la colline et surtout de pouvoir s'attaquer aux défenses adverses. Je pense que on avait pris du retard, effectivement, en matière de drones, pour des raisons X ou Y. On est parti donc sur un Euromal, comme vous le savez, également en collaboration donc avec nos Allemands. Ce programme prend un peu du retard, mais il est important parce qu'il nous permettra justement, en tout cas sur le spectre haut de la partie MAL, c'est-à-dire les drones MAL assez volumineux, de tenir les promesses qu'il est censé nous donner, ce qui ne nous interdit pas de regarder dans le spectre bas des drones MAL, avec des drones qui sont peut-être de plus petite taille, même s'ils sont encore MAL, et avec une capacité également à pouvoir l'équiper de charges ROIM, donc plutôt électromagnétique ou infrarouge, en fonction de la situation. Voilà. Et après, vous avez les drones qui sont beaucoup plus petits. Et là, pour le coup, je pense que nous ne sommes pas en retard. C'est un domaine que nous avons exploré et avec une accélération de la modernisation compte tenu de ce qui se passe donc en Ukraine et qui est indispensable. Et ça va du drone tactique jusqu'à un drone peut-être un peu plus évolué.
les drones qu'on a vus type Taeb ou Shahed, etc., pendant le conflit ukrainien. Voilà. Et donc, cette robotisation, on n'a pas le choix. On sera obligé, et il faut surtout prendre en compte ce qui s'est fait à l'heure actuelle donc en Ukraine, ce qui se fait à l'heure actuelle en Ukraine. C'est un bon démonstrateur. Une robotisation qui met en jeu et en réflexion notre logique d'économie de guerre, qui sera le sujet de nos prochains travaux après la loi de finances. La parole est à Corinne Vignon pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. C'est bon, oui. Merci, Monsieur le Président général. Merci également pour vos propos liminaires extrêmement intéressants. Alors que les tensions internationales s'intensifient, l'utilisation de l'espace est devenue un marqueur de souveraineté civile et militaire, mais aussi technologique, économique, de toutes nos sociétés. La multiplication des projets et des objets en orbite, la montée en puissance d'acteurs privés qui soutiennent ces projets, les confrontations diplomatiques et militaires autour de la militarisation de l'espace, mais aussi la prolifération des débris sont autant de sujets centraux. Prenant acte du caractère stratégique de l'espace pour notre nation, le président de la République et le gouvernement précédent ont agi. Tout d'abord par la stratégie spatiale de défense, qui évoque les menaces et les risques nouveaux pouvant bouleverser la liberté d'accès ou d'action dans l'espace et garantit l'appui spatial de nos forces armées. Puis la LPM 2024-2030, qui a alloué et renforcé les moyens pour le spatial à hauteur de 6 milliards d'euros. Cette enveloppe permet une vision renouvelée pour le modèle industriel spatial français, avec une volonté de tirer avantage des opportunités du New Space et une réflexion impliquant des relations modernisées entre le ministère des Armées et le CNES par le biais du commandement de l'espace créé à l'occasion. Basé sur ma circonscription à Toulouse, le commandement de l'espace accueillera près de 500 personnels en 2025. Il incarnera la nouvelle ambition et la montée en puissance de l'expertise spatiale militaire. Afin d'accompagner cette dynamique, le PLF consacre plus de 700 millions d'euros à l'espace afin de gagner en autonomie stratégique en matière d'appréciation de situation, de décision et de conduite des opérations. La sous-action 12, activité spatiale, voit quant à elle ses crédits augmenter de 57%. Aussi générale, ma question portera sur le secteur satellitaire français. Face au changement de paradigme que connaît ce secteur, avec la réduction du marché des satellites géostationnaires, remplacés par des constellations ou des satellites reconfigurables, nous sommes aujourd'hui à un tournant de l'histoire du spatial qui va ouvrir d'immenses opportunités pour inventer les technologies du futur. Ainsi général, quelle est votre vision du virage que doivent prendre les satellitiers tricolores? Merci, cher collègue. Mon général. Merci beaucoup pour cette question, Madame la députée. Vous avez parfaitement raison. En fait, nous sommes réellement à un tournant, et un tournant qu'il faut bien négocier pour que l'on puisse faire notre New Space à la française. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut pas capitaliser sur ce qu'on a réussi à construire dans les années 60 et 70, au contraire. Mais les deux sont complémentaires et on pourra très bien à la fois tirer profit d'un problème de lancement, parce que c'est quand même la vraie difficulté, hein, on a un véritable embouteillage pour les lancements spatiaux, et ça, donc, il faut pouvoir trouver des moyens de compléter les lancements d'Ariane 6, et puis ensuite, il faut accélérer, en tout cas aider ces start-up qui font des satellites de très petite taille ou de moyenne taille et qui sont indispensables pour pouvoir réaliser ces constellations pour des raisons à la fois de résilience, pour des raisons d'efficacité, etc. Et donc, on regarde toutes ces entreprises qui font ces satellites et on le fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'on a l'espace, et souvent on l'oublie, ça reste quand même un domaine où on a besoin de partenariats, qu'ils soient européens, bien sûr, et on a besoin également de notre allié américain pour compléter, pour discuter. Et d'ailleurs, on fait pas mal de choses avec eux, quelques opérations, quelques exercices également. Et c'est
extrêmement utile pour le commandement de l'espace. Et nous sommes ravis, effectivement, de venir donc, à Toulouse. Je m'y suis rendu juste après donc, ma prise de fonction. Et les travaux avancent à pas forcer. C'est une très bonne chose. Et on aura donc cet écosystème spatial autour de Toulouse qui sera vraiment bénéfique pour l'armée de l'air et l'espace. Ah oui. Merci, mon général. La parole est à Arnaud Saint-Martin pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon général. Mes questions concernent également le spatial de défense. L'ouverture de 138 millions de crédits pour la maîtrise de l'espace est bienvenue, quoique insuffisante au vu de la compétition internationale, du surdéploiement des capacités américaines et chinoises et des nouvelles vulnérabilités et conflictualités. Au niveau du trafic orbital, les projets et les financements de méga-constellations s'accumulent. Le cas de Starlink est bien connu. Ce système représente 87% du tonnage mondial satellisé au premier semestre 2024. 70% de satellites en orbite, 6403 unités aujourd'hui opérationnelles. Le lanceur hyper lourd Starship, dont vous avez peut-être vu le 5e vol, annonce également une capacité d'emport de 100 tonnes en orbite basse, 5 fois plus qu'Ariane 6, et qui pourrait donc saturer l'espace d'usages divers et variés. Et via Starfield, la version militaire de Starlink, SpaceX impose également ses services à l'armée de l'air ou au renseignement. Face à cet astrocapitalisme militarisé, la France et l'Europe sont à la remorque. La montée en gamme du commandement de l'espace est une première réponse, de même que l'allocation de crédits au contrôle et au commandement des opérations spatiales militaires, mais la France tâtonne. C'est pourquoi on aimerait en savoir davantage. Alors j'ai quelques questions. Premièrement, la question des lanceurs, vous l'avez évoqué, Ariane 6, elle est désormais presque opérationnelle, mais est-ce qu'elle vous paraît suffisante en termes capacitaires? Les micro-lanceurs, paraît-il plus légers et flexibles d'usage, font-ils partie des options crédibles à développer encore? Deuxièmement, quels moyens seront alloués sur le long terme au développement de nos capacités orbitales? Il y avait quelques éléments sur les constellations en orbite basse. Depuis 2019, où en sommes-nous, par exemple, avec le programme IRIS, que vous avez évoqué, à horizon 2030? Troisièmement, quels moyens sont alloués à la surveillance du trafic orbital? Vous l'avez dit, vous avez cité des startups qui externalisent cette compétence, mais y aurait-il intérêt peut-être à internaliser ces services? Et j'ai une question de doctrine plus fondamentale qui justifie les engagements capacitaires à moyen et long terme. Comment la France peut, en même temps, ne pas fléchir dans la défense proactive du traité de l'espace garanti par l'ONU, qui porte l'exigence des usages pacifiques de l'espace, et participer aussi à la surenchère des dépenses dans les complexes militaro-industriels parmi les puissances aérospatiales? Certes, l'horizon de la démilitarisation est abstrait et aujourd'hui minoritaire, Merci, mais pour notre groupe, il est autrement plus soutenable pour les activités spatiales civiles et ou militaires. Merci, mon général. Merci beaucoup de cette question très complète. Alors, je vais commencer juste par le début, mais par les lanceurs. Oui, c'est vrai, il y a un véritable embouteillage pour accéder à l'espace. Et c'est une vraie difficulté, comme je l'ai dit dans mon propos, parce que le commandement de l'espace, entre autres, mais pas que, a besoin de pouvoir s'exercer et donc de pouvoir avoir ces satellites patrouilleurs-guetteurs. Donc c'est un sujet que l'on est en train d'étudier avec Ariane 6 et c'est effectivement un vrai problème pour l'instant. Maintenant, on n'est pas totalement en retard. On a notamment le radar Grave et bientôt Aurore qui nous permet d'avoir une situation spatiale complètement autonome et qui nous permet de voir certaines choses que même nos partenaires ne voient pas, et en tout cas nos partenaires européens. Donc, dans tous ces domaines, nous sommes guidés par la stratégie spatiale de défense qui a été écrite en 2019, et pour répondre à votre dernière question, nous sommes toujours dans un état d'esprit de défense active, et pas dans un état d'esprit offensive autour de l'espace. Voilà. Nous sommes toujours dans une partie de défense active. Nous ne développons pas certains missiles pour pouvoir aller tirer des satellites X ou Y comme font les Russes. Voilà. Il y a des startups qui annoncent des solutions. Oui, mais c'est vraiment pas la bonne solution. Voilà. Il y a d'autres moyens pour faire de la défense active.
comme ce que l'on est en train d'étudier sur les parties brouillage, sur les parties laser ou énergie dirigée vers les satellites en question. Merci, mon général. La parole est à Josie Pouetto pour les démocrates. Ah, ça y est, merci. Merci, Président. Oui, Général, vous avez dit dans vos propos liminaires que vous seriez attentif au crédit, évidemment, alloué. Je peux vous dire que le groupe démocrate auquel j'appartiens l'est également et que nous serons particulièrement vigilants justement pour que ces moyens attribués aux armées ne redeviennent pas, comme autrefois, une variable d'ajustement quand il s'agira de voter le budget. Dans le contexte géostratégique dégradé que nous connaissons, notre responsabilité collective est d'assurer la trajectoire budgétaire dans le but de transformer nos armées, de répondre à l'évolution des menaces et de faire face au réarmement du monde. Cette évolution des menaces, justement, concerne toujours à plus d'un titre l'armée de l'air, laquelle a su s'adapter au fil de ses 90 ans d'histoire jusqu'à devenir en 2019 l'armée de l'air et de l'espace. Lanceurs, satellites, constellations, massification de l'usage des drones, des nids d'accès de plus en plus sophistiqués et performants, le ciel, la très haute atmosphère ou l'extra-atmosphérique présentent de nouveaux enjeux et nous sommes en train de rentrer dans ce nouveau monde. C'est pourquoi la LPM 2024-2030 a fait le choix de conforter, de moderniser de sa dissuasion, clé de voûte de notre défense. Ce saut générationnel représentera en 2025 500 millions de crédits supplémentaires, non sans rappeler la place de nos forces aériennes stratégiques. C'est encore avec ce budget 2025 que nous marquerons le lancement du programme du porte-avions de nouvelle génération. Au-delà des équipements et matériels qui sont identifiés dans le PLF, je me demande toujours si le format de nos flottes est adapté aux défis. C'est-à-dire que je m'interroge sur la disponibilité des aéronefs ou sur le niveau d'activité et de préparation opérationnelle. Pouvez-vous nous apporter votre analyse en la matière ? Et puis, je voudrais par ailleurs vous demander si vous disposez d'éléments sur le recrutement et la fidélisation des personnels, sans lesquels rien ne serait possible, et pour laquelle également, si vous pouvez nous dire 2 mots sur où en est et comment ça se passe dans dans l'armée de l'air et de l'espace pour les violences sexuelles, sexistes faites aux femmes. D'accord. Merci beaucoup, Madame la députée, donc, de cette question. Pour revenir sur le format et la disponibilité, on a quand même dans l'armée de l'air et de l'espace des matériels assez extraordinaires grâce à une BITD quand même qui est très particulière, que n'ont pas tous les pays du monde, et qui nous permettent quand même à la fois de disposer de matériel efficace, mais également résilient et qui dispose d'une très bonne disponibilité. Le Rafale est un avion de chasse extrêmement mature, qui n'a plus rien à prouver en opération. Il a d'ailleurs fait l'objet d'exports, etc. Et donc c'est bien parce qu'on a ces matériels-là que l'on peut jouer sur la disponibilité pour pouvoir donc compenser effectivement un format qui peut être en deçà du seuil normal pour faire nos heures de vol. Nos personnels sont extrêmement bien formés et entraînés. Quand je dis extrêmement bien, je viens de quitter mon commandement des forces aériennes stratégiques. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à assister à une opération poker. Et dans cette opération, on comprend qu'en fait, nous ne sommes jamais arrêtés de nous entraîner à la haute intensité. Jamais. Et c'est bien parce que l'on fait des opérations poker 4 fois par an que l'on est capable de faire une opération Hamilton, comme on l'a fait donc en 2018, c'est-à-dire un raid à très longue distance pour aller frapper une usine, en l'occurrence en Syrie. Donc c'était en 2018. Donc ça, c'est important. Et derrière, après, et ça aussi, c'est extrêmement important, c'est que l'on a une modernisation de nos capacités pour pouvoir justement, c'est toujours pareil, vous savez, c'est le glaive et le bouclier, pour pouvoir justement toujours pénétrer les défenses adverses. Cette modernisation des capacités, elle le fait, je vous l'ai dit, donc, au travers donc, d'une évolution
standard du Rafale. On en est au standard F4. En 2035, on sera au standard F5. Ce n'est pas pour faire plaisir à Dassault Aviation, c'est simplement parce que ce standard nous permettra de pénétrer les défenses ennemies donc en 2035. Voilà. Sur la partie recrutement, fidélisation, en fait, on avait assisté depuis plusieurs années, comme je le disais dans mon propos, une espèce d'hémorragie avec une vraie difficulté de la fidélisation de nos personnels, qui était structurelle, mais en tout cas qu'on avait beaucoup de mal à juguler. Et on assiste depuis donc la nouvelle politique de rémunération des militaires, avec des volets également de parcours individualisés, de formation continue, etc., etc., à un recrutement c'est une fidélisation qui porte ses fruits et donc une hémorragie qui est stoppée, nette. Et on se retrouve en 2024 avec donc un schéma d'emploi qu'on va pouvoir donc atteindre, et ce qui est en l'occurrence une bonne chose. Typiquement, on avait en objectif de recrutement 3540 aviateurs et on recrutera 3540 aviateurs. Voilà. Ça, c'est sur la partie fidélisation. Et ensuite, sur la partie VSS, donc, il y a eu, donc, mais le ministre, je crois, vous en a déjà parlé, un comité de pilotage avec un sujet qui est pris au plus haut niveau, avec énormément de poignes au niveau de Brienne. C'est un sujet extrêmement important pour nous, que l'on a, alors dans les différentes armées aussi, mais en tout cas que l'on a pris très au sérieux et très tôt dans l'armée de l'air et l'espace, et où on s'attache à, d'une part, accompagner la victime, d'autre part, sanctionner le présumé, parce qu'on avait des fois des choses un peu bizarroïdes, et donc sanctionner la truc, et après faire tenir cet état d'esprit dans la durée. Et c'est donc former des personnels qui vont pouvoir accompagner en l'occurrence la victime dans la durée. Et c'est le dernier point, et c'est ce point-là que l'on travaille de plus en plus. Voilà. Merci, mon général. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, merci Général pour votre exposé. Évidemment, le groupe UDR s'associe à la peine des familles et des collègues des aviateurs qui ont disparu cette année, nous rappelant ô combien, quand même en exercice, nos pilotes risquent leur vie et que nous devons une reconnaissance éternelle. Ma question initiale portait sur la protection de nos satellites, mais Monsieur le Président de la Commission et certains collègues sont déjà passés avant moi et vous avez répondu avec beaucoup de brio, donc je ne vais pas vous faire répéter ce que vous avez déjà dit. Simplement, nous avons pu voir que les Rafales de dernière génération étaient prévus pour fonctionner en soutien avec des drones. Et je rebondissais sur la question de mon collègue Franck tout à l'heure qui s'inquiétait sur le nombre d'aéronefs disponibles à l'avenir. On voit qu'ils sont plutôt décroissants. Est-ce que finalement l'accompagnement, enfin la modernisation de ces Rafales de dernière génération et cet accompagnement de drones nous permet aujourd'hui de diminuer le nombre d'aéronefs? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, plus terre à terre, c'est sur le déploiement du Rafale sur la BA116 de Luxeuil-les-Bains. Qu'en est-il? Quel est le calendrier? Et est-ce que ce déploiement verra aussi une composante nucléaire comme ce fut le cas dans le passé? Merci d'avance. Mon général. Merci, monsieur le député. Donc en fait, alors déjà sur l'accompagnement de drones, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que le drone est complémentaire du vecteur piloté pour faciliter la pénétration des lignes ennemies. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Rafale F5 est avec un UCAV, il pénétrera beaucoup mieux les défenses ennemies. Ça ne veut pas dire qu'il ne les pénétrera pas si l'UCAV n'est pas là. Donc c'est un moyen déporté, connecté au Rafale, qui va lui permettre réellement de faire encore mieux sa mission et d'utiliser encore mieux le potentiel qu'il aura. Ça faut bien le comprendre. Pour parler ensuite des Rafales donc, sur Luxeuil, en fait, vous avez vu
Le ministre donc a dit qu'il y aurait 2 escadrons de Rafale à Luxeuil. Vous dire dès à présent si ce seront des Rafales nucléaires ou pas, il est trop tôt. Voilà. Et c'est une décision, en tout cas, qui ne m'appartient pas et qui se traite au plus haut niveau de l'État. Voilà. Merci, mon général. Mes chers collègues, nous avons 3 questions. Donc, nous allons pouvoir, si vous en êtes d'accord, faire questions-réponses, vu qu'il n'y en a que 3. Si d'autres veulent s'inscrire, il n'y a aucun souci. Je passe la parole donc pour 1 minute, par contre, quand même, pour essayer de maintenir notre ligne, à Romain Tonucci. Merci Monsieur le Président. Mon général, la fidélisation des pilotes de chasse représente un enjeu majeur pour notre armée de l'air et de l'espace, faisant face à un certain nombre de départs vers l'aviation civile, faute d'être en capacité de permettre à ces derniers de réaliser suffisamment d'heures de vol, raison pour laquelle ils se sont initialement engagés. En outre, l'OTAN fixe un objectif minimal de 180 heures de vol par an. Force est de constater que le PLF 2025 maintient le doute sur cette donnée puisqu'elle n'est pas accessible à l'ensemble des parlementaires qui ne peuvent donc pas effectuer leur fonction de contrôle. De même, comme le mentionnait mon collègue rapporteur budgétaire pour l'armée de l'air et de l'espace, la diminution de la flotte d'avions de chasse a nécessairement un impact sur le nombre d'heures de vol et donc, nous le savons, sur la motivation de nos pilotes. Alors que la LPM prétend atteindre le nombre de 180 heures de vol d'ici 2030, les moyens inclus dans le PLF pour 2025 sont-ils suffisants pour faire face à cette hausse d'activité? Je vous remercie. En général. Oui, rapidement sur l'activité. Très sincèrement, oui, nous arrivons à faire notre activité. C'est une activité qui est un peu particulière en fonction des machines sur lesquelles vous volez. Typiquement sur un Rafale, qui est un avion polyvalent, il vous faut atteindre aux alentours de 160 heures d'entraînement organique et il vous faut réaliser à peu près une 50aine, voire une 60aine d'heures de simulation. C'est ce qui permet d'appréhender l'ensemble et tout le cocktail des missions qui sont confiées à un pilote de Rafale. Et je peux vous dire que la LPM qui prévoit donc d'atteindre ces chiffres-là, nous sommes au rendez-vous. Ensuite, sur la diminution des heures de vol en raison de la diminution de la flotte Rafale. Oui et non, parce que si vous augmentez, grâce au MCO, l'activité de ces Rafales, alors c'est sûr, vous les usez beaucoup plus vite. Mais à partir de là, vous jouez sur moins de Rafales, vous les usez un peu plus vite, mais vous faites toujours pareil, le même nombre d'heures de vol, et donc vous pouvez entraîner suffisamment. Et c'est un peu là-dessus que l'on va jouer à court terme. Certainement pas dans le long terme, parce que ça ne serait pas bon. Et à court terme, on va jouer là-dessus pour pouvoir permettre aux pilotes donc de faire leurs heures. Voilà. Merci, mon général. La parole est à Muriel Lévron. Voilà. Merci, Monsieur le Président général. Thales Alenia Space a annoncé la suppression de 1300 postes dans le secteur spatial, dont 1124 en France, sur les sites stratégiques de Toulouse, Cannes, mais également Brest, où 80 postes sont concernés. Cette décision intervient alors que le groupe affiche des résultats financiers exceptionnels, avec plus de 2 milliards d'euros de bénéfices, et que le marché spatial connaît une forte croissance en 2024. Ce matin, nous apprenons également l'intention d'Airbus de supprimer jusqu'à 2500 postes dans sa branche défense et espace. Compte tenu de l'importance cruciale des satellites pour nos télécommunications sécurisées, la surveillance des espaces aériens et la coordination des opérations militaires, cette réduction d'effectifs pourrait impacter les capacités opérationnelles et technologiques de la France, en particulier pour la défense et le soutien aux troupes sur le terrain. Dès lors, que pensez-vous de ces suppressions de postes et de leurs conséquences en termes de perte de souveraineté nationale et de compétences et d'expérience pour notre secteur du spatial? Estimez-vous que les efforts de l'État soient suffisants pour respecter nos objectifs stratégiques dans le domaine du spatial? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Mon général. Bon, difficile de répondre à cette question parce que moi, je suis venu vous parler de PLF 2025 et pas de suppression de postes de TAS ou d'Airbus Defence Space, etc. Mais je peux pas. Il ne m'appartient pas de commenter ce genre de constat. Voilà. Voilà. Après, vous dire que est-ce que l'État me donne les moyens de faire la politique. J'ai parlé de la stratégie de défense spatiale suffisamment longtemps, avec les problèmes que l'on rencontre actuellement
en matière de lancement, les problèmes que l'on pourrait rencontrer demain en matière effectivement de satellites et de constellations, mais ces problèmes-là, c'est des problèmes qui sont dans le viseur et qui sont dans le scope, et donc on les a pris en compte. Et donc c'est typiquement un PLF qui nous permet de rester à bon niveau et en tout cas de développer une stratégie spatiale souveraine. Voilà. Merci, mon général. La parole est à Catherine Rimbert. Merci, Monsieur le Président. Général, un amendement de la loi de programmation militaire expose que dans les années 2030, le Rafale porté au standard F5 pourra être accompagné d'un drone issu du démonstrateur Neuron. Et vous en avez parlé tout à l'heure en répondant à mon collègue Mathieu Bloch. Cependant, dans le cadre du PLF de cette année, le financement du couple Rafale-Neuron, qui est crucial pour le développement de nos capacités de combat aérien, suscite de nombreuses interrogations. L'intégration et la mise en activité de ce couple Rafale-drone de combat est un enjeu stratégique pour les années à venir. Quelles sont donc, selon vous, Général, les priorités budgétaires pour assurer le développement de ce duo ? Par ailleurs, ce budget 2025 permet-il de garantir l'atteinte des objectifs fixés en termes de capacité opérationnelle d'ici 2030, et notamment en matière de connectivité, de furtivité et de mise en réseau des systèmes ? Merci. Merci, chers collègues. Mon général. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Madame la députée. Oui, comme je le disais dans mon propos, le développement qui a été annoncé par le ministre pour avoir à l'horizon 2035 un Rafale F5 UCAV qui emporte le missile nucléaire de 4e génération, le fameux ASN-4G, oui, on est sur le trait et on a les financements. Et encore une fois, c'est une véritable rupture technologique. Il faut quand même bien le comprendre. C'est-à-dire que le Rafale F5 sera un autre avion, même s'il est développé à mi-vie, etc. C'est quand même un autre avion. Et l'UCAV, l'ASN-4G, l'ASN-4G, c'est comme si quand on est passé de la bombe à gravitation dans le nucléaire au missile de croisière. Ben là, on passe du missile de croisière à un missile hyper véloce, c'est-à-dire hypersonique, et qui a en plus des capacités de manœuvrabilité en courte finale. Et ça, c'est une véritable rupture technologique. Donc à ce stade, on est sur le trait, à la fois pour développer le F5 et pour la SN4G. Quant à l'UCAV, c'est toute la nouveauté, c'est ce que je disais, c'est véritablement un moyen qui nous permettra, ou en tout cas qui facilitera la pénétration du Rafale F5 avec nécessairement une connectivité accrue, mais avec d'autres moyens également, pas uniquement avec le Rafale. Merci, mon général. La parole est à Arnaud Saint-Martin. Oui, merci. Juste une dernière question, parce que vous avez suscité ma curiosité sur cette notion de puissance aérospatiale, qui n'est pas du tout, du point de vue de la clarification terminologique, ça ne me paraît pas du tout évident, et ça va contre précisément l'institutionnalisation de la scission entre l'air et l'espace, qui d'ailleurs, c'est le portefeuille c'est l'autorité que vous avez, que vous défendez aujourd'hui. Et donc, est-ce que vous pourriez le préciser, parce que vraiment, ça va contre tous les développements internationaux autour des Space Forces, enfin, c'était les États-Unis qui ont lancé la mode. Donc, est-ce que vous pourriez le clarifier, d'autant plus qu'en France, la puissance spatiale elle est d'abord puissance économique, puisque le spatial est quand même sous la tutelle de Bercy massivement, y compris du point de vue des investissements, etc. Donc voilà, point de clarification. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Muriel Levrault, les coupes dans les plans sociaux qui sont annoncés chez Airbus Defence and Space ou chez Thales Alenia Space mettent en danger la base industrielle sur laquelle vous devez compter pour pouvoir engager vos capacités. Donc je pense qu'il y a quand même un lien, et il me semble que la fragilisation n'est pas du tout une bonne nouvelle de cette industrie. Merci, cher collègue. Mon général. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Parce que ça fait beaucoup débat. Et en fait, pour être exact, j'aurais dû parler de puissance militaire aérospatiale. Et mon idée, c'est vraiment renforcer le statut de l'armée de l'air et de l'espace comme une puissance militaire aérospatiale. Et pourquoi je lis aérospatiale et je dis aérospatiale, c'est parce que entre le domaine aérien et l'espace, vous avez une tranche d'altitude qui s'appelle la très haute altitude. Et cette très haute altitude, entre les 20 km et les 100 km, pour schématiser un peu, c'est le Far West. C'est-à-dire que c'est une zone vierge,
qu'on n'utilise pas. Il y a le fameux épisode des ballons chinois avec les Américains qui sont allés le tirer avec un F-22 et un missile RR. Donc cette zone-là, c'est une zone aussi dans laquelle il faut absolument investir, à la fois parce qu'elle est duale et donc elle permettra des systèmes résilients en termes de communication, en termes d'Internet, mais également en termes de surveillance, et pas simplement à des fins militaires, mais également à des fins civiles. Et puis ensuite, parce que, comme vous le savez, la nature a horreur du vide, et donc si nous, on n'y va pas, il y en a d'autres qui iront à notre place. Et il est hors de question d'avoir des ballons chinois qui soient positionnés au-dessus de nos têtes à Paris et qui nous observent. Donc on aura aussi besoin d'avoir des moyens de neutralisation dans cet espace très haute altitude. C'est des choses que l'on explore. On a d'ailleurs certaines entreprises donc de mémoire comme l'avion solaire Zephyr d'Airbus, Stratobus, etc., qui sont en train donc de déployer ces moyens, et c'est extrêmement intéressant. Et on est avec eux pour les aider également à enfin avoir encore une fois ces capacités dans la THA. Merci, mon général, pour ces réponses. Merci, mes chers collègues, pour ces questions très riches. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et à très bientôt.